C'est l'heure de votre édition dominicale consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. La lutte pour l'élimination du virus au niveau mondial des fistules obstétricales, une pathologie qui touche des milliers de femmes à travers le monde. Elle peut être prévenue et est également curable. Nous en parlons dans cette édition. Visite d'inspection du Premier ministre ce samedi à la place royale au chantier de l'immeuble du gouvernement. Selon les explications fournies, il en résulte que 95% des travaux réalisés et l'équipe est à ses jours au dernier réglage. Et puis la riposte continue pour éradiquer complètement Ebola de l'Afrique. Une tournée vient d'être organisée pour la presse dans 3 pays touchés pour évaluer les actions entreprises. Lutte contre Ebola, la riposte continue en Afrique de l'Ouest et pour évaluer les actions entreprises jusqu'ici par l'Union africaine, la presse a été conviée à une tournée dans 3 pays, à savoir la Guinée-Conakry, les Libéria et la Sierra Leone. Les détails dans ce reportage de Cédric Ebondo. Monrovia, capitale de la République libérienne, un état récemment rayé de la cartographie de pays touchés par la fièvre hémorragique Ebola par l'Organisation mondiale de la santé. Fruit du travail abattu en synergie par l'Union africaine et ses différents partenaires, notamment grâce à la mise en place de la cellule d'appui pour la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis son arrivée et son installation dans le pays, près de 9712 cas ont été pris en charge, parmi lesquels 3151 cas confirmés en laboratoire. Des statistiques aux côtés desquelles l'on enregistre près de 4332 décès parmi les patients d'Ebola pris en charge par la cellule d'ACOA. Ce périple médiatique avec le chevalier de la plume africain avait pour but de palper du doigt les efforts entrepris par l'Union africaine dans la lutte contre cette épidémie qui traîne encore le pas en Afrique de l'Ouest. We had an opportunity to visit a community of Ebola survivors who have worked very closely with our people on the ground. La visite au Libéria a surtout porté sur l'évaluation de la manière avec laquelle le gouvernement du Libéria et l'Union africaine se mobilisent pour lutter contre Ebola. Donc, il y a eu plusieurs visites dans les hôpitaux, dans les communautés même affectées par Ebola, pour essayer de voir en fait comment est-ce que les volontaires, les équipes de l'Union africaine travaillent. Donc, dans les visites dans les hôpitaux par exemple, on a constaté les efforts, les réhabilitations qui ont été faites avec le concours de l'Union africaine. Et justement, le gouvernement et les autorités libériennes ont apprécié le travail. And this is something that the people really appreciated. And we were happy to note this. A signaler que certaines mesures demeurent encore en vigueur à travers tout le Libéria, notamment celles basées sur le principe d'hygiène. Vous venez de suivre la chargée de communication adjointe de l'Union africaine, celle qui nous guide tout au long de cette mission, tout au long de cette tournée avec cette organisation internationale. Après, elle a dit dans ses propos, après Libéria, nous allons nous rendre, les bus que vous voyez derrière moi, va nous emmener à l'avion pour embarquer pour Guinée. Ils sont plus de 800 000 volontaires répartis à travers les 3 pays qui sont touchés par la fièvre hémorragique Ebola et la lutte continue. Merci Cédric Ebondo, vous êtes l'envoyé spécial de B1 dans cette tournée en Afrique de l'Ouest. Revenons à Kinshasa, précisément à l'est du pays où plus de 1400 cas de paludisme ont été détectés depuis janvier 2015 dans l'aire de santé de Katolo, dans les territoires de Lubero. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Selon la radio onusienne qui livre l'information, 20 personnes ont déjà succombé depuis le début de l'année en cours. Le membre de l'exécutif provincial du Nord Kivu se sont réunis vendredi à Goma en conseil ordinaire et il parle de la flambée de cas de paludisme dans ce coin de la province qu'il faut maîtriser à tout prix. Les chiffres rapportés par la localité locale s'élèveraient à 1485 cas, dont 26 décès depuis le début de l'année en cours. Mais le gouvernement provincial invite la population à prendre de précautions nécessaires pour l'assainissement du milieu et à conduire les malades dans des structures sanitaires appropriées.
Sujet qui fait mouche, revenant dans la capitale, l'opposition congolaise s'entre-déchire sur la tenue du dialogue ou pas. Une frange de l'opposition et quelques membres de la société civile rejettent la proposition du chef de l'État de mettre autour d'une table toutes les forces vives du pays. L'UNC, MLC et autres ne prédisent dans ce dialogue qu'une sorte de voie au glissement. La priorité pour ces partis de l'opposition est la sécurisation de la population de Béni dans le Nord Kivu et la poursuite du processus électoral. Les détails avec Alain Bouma. Le dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila, se fera sans une frange de l'opposition. Dans une déclaration lue hier à Kinshasa, quelques partis de l'opposition, notamment l'UNC, le MLC, le CDR et les CID, auxquels s'est ajouté quelques organisations de la société civile, trouvent inopportun ces dialogues. Conséquence, ils ne participeront pas à ces assises. Un autre dialogue, ça nous plongerait dans un piège d'enlisement pour déboucher sur les glissements et lesquels glissements vont nous plonger dans la violation de la Constitution. Et connaissant bien les politiciens, nous savons quand nous commençons le dialogue, mais on ne sait pas quand on le termine. On risque de perdre même l'objet du dialogue et de finir par le partage du pouvoir aux grandes dames de la population. Ces formations politiques de l'opposition représentées à l'Assemblée nationale placent ailleurs leurs priorités. Ayant déjà fait une contre-proposition qui comporte notre calendrier que nous jugeons réaliste, ayant déjà épinglé tous les problèmes qui endeuillent les pays, que ce soit les charniers de Maluku ou de Mikonga, que ce soit les problèmes de Béni où on tue chaque jour, nous disons ce que nous attendons du gouvernement, ce sont les réponses à toutes ces questions et propositions que nous avons formulées. Autre décision prise à l'issue de cette réunion tenue à Fatima, les élus de ces partis politiques maintiennent leur non-participation en plénière de la Chambre basse du Parlement jusqu'aux conclusions de la commission spéciale mise en place par Aubin Minakou pour amender quelques dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et du côté de la majorité présidentielle, Paul Lambert Mende Omalanga, cadre de cette majorité et porte-parole du gouvernement, il est inacceptable que des discussions sur l'avenir de Congolais se passent sous la direction des Nations Unies. Il estime pour sa part que ce dialogue ne devrait concerner que les filles et les fils de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Le président de la République a répondu à une sollicitation d'une partie importante de l'opposition, en tout cas du premier parti politique de l'opposition, l'UDPS, et a envoyé ses experts et ses émissaires pour sonder ce qu'ils entendaient par dialogue, pour voir s'ils pouvaient apporter sa contribution. Et donc, s'il y a des contradictions, elles sont le fait de l'opposition. Elles ne concernent ni la majorité, ni le président de la République. Mais c'est l'UDPS qui a souhaité qu'on aille en dialogue. Nous, ce que nous disons, c'est qu'un pays indépendant peut organiser un dialogue entre ses citoyens sans qu'il y ait la main d'un étranger. C'est notre point de vue. Je ne pense pas qu'un Congolais normalement constitué peut penser autrement. Si l'UDPS pense que nous devrions redevenir un pays sous tutelle de je ne sais qui, c'est le point de vue de l'UDPS, je ne vais pas le discuter. Et sachez sur le plan sécuritaire que tout est mis en œuvre pour assurer un soutien indéfectible de la MONUSCO à l'armée congolaise en vue de mettre fin à l'insécurité qui prévaut dans le Nord Kivu, précisément dans la ville de Béni. Soutien réitéré mercredi au cours de la conférence hebdomadaire de cette institution des Nations Unies. Autre sujet d'actualité abordé, le dialogue national initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. La MONUSCO s'est dit déterminée à combattre les ADF dans les territoires des Béni au Nord Kivu et privilégie en même temps les dialogues avec les FARDC. C'est ce qui justifie la rencontre d'hier à Béni entre les généraux Bayo, numéro 2 des forces de la MONUSCO, et les autorités militaires des FARDC. Nous avons les mêmes préoccupations, qui est celle de mettre un terme à toutes ces exactions commises contre les populations civiles. Donc sur le terrain à Béni, comme vous le savez, le général Bayo a effectué même une visite hier dans cette région-là en vue d'évaluer d'abord la situation sécuritaire sur le terrain, mais aussi de rencontrer toutes les autorités militaires congolaises qui sont en train de travailler sur le terrain à Béni. Et des réunions, des échanges fructueux ont eu lieu hier à Béni, ce qui va nous permettre de conjuguer nos efforts pour neutraliser ce groupe armé.
Autre actualité, c'est les tractations dans les milieux politiques en vue d'un dialogue. La mission onusienne exprime sa disponibilité pour asseoir la démocratie en RDC et invite par la même occasion tous les acteurs politiques au respect des calendriers électoraux. La MONUSCO se tient toujours prête à apporter tout son soutien par les bons offices du représentant spécial des Nations Unies pour permettre une plus grande coopération, une plus grande collaboration, parce que n'oubliez pas que tout ceci entre dans le cadre d'une dynamisation du dialogue politique pour permettre dans le futur des élections libres, crédibles, transparentes, mais aussi apaisées. Par ailleurs, la MONUSCO a annoncé l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais présents sur les sols congolais depuis plus de 20 ans en vue de leur rapatriement au Rwanda. La République démocratique du Congo n'est pas les seuls pays concernés par l'expulsion des étrangers vivant en situation irrégulière sur les territoires du Congo voisin. Précision apportée mercredi par l'ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo lors des échanges avec le ministre congolais de l'étranger. L'opération Mbatamukolo, qui avait refroidi les relations entre les deux pays, aurait repris au grand étonnement de Kinshasa qui voulait en savoir plus. On écoute. Il y a une opération qui se fait de manière permanente dans notre pays. Et en conséquence, je crois que ça concerne toutes les nationalités. Je dis bien toutes les nationalités. Donc, par conséquent, concernant cette situation, je crois qu'il y a eu une communication du ministre de l'Intérieur de la République du Congo qui sera faite incessamment. Vous suivrez et je crois que vous serez à cet effet édifié. Les relations entre la République du Congo et la République sœur de la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Et par conséquent, il n'y a aucun problème particulier entre nous. Procès Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale. Selon un communiqué de presse livré à notre rédaction cette semaine, seuls les jugements dans l'affaire de subornation des témoins avaient reçu une réponse favorable quant à la demande de remise en liberté. Toutefois, Jean-Pierre Bemba Gombo reste en détention à La Haye, propos confirmés par le chargé de communication de la CPI à Kinshasa, Paul Madili. Suivant. Non, oui, c'est vrai qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire pour la subornation des témoins, oui, c'est vrai. Et il avait fait appel par rapport à la liberté, à la demande de liberté provisoire dans l'affaire principale. Et pour ça, il n'a pas obtenu gain de cause. Il n'a pas obtenu de liberté provisoire dans ce dossier-là. La chambre de première instance estimant que les raisons pour lesquelles il est en détention n'ont pas changé. C'est notamment, par exemple, que sa présence est importante est une garantie au moins qu'il ne va pas fuir, par exemple. C'est une garantie, par exemple, qu'il ne va pas entraver les procédures, qu'il ne va pas peser sur les témoins et les choses. Voilà. Je peux vous envoyer, si vous voulez, le document, les raisons. Il reste en détention. Ouvrant cette phare en infrastructure, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection à la place Le Royal, visite de curiosité de Matata Ponyo sur le chantier qui abritera dans les tout prochains jours l'immeuble du gouvernement déjà en construction. Le chef du gouvernement n'a pas hésité à poser toutes les questions possibles au sujet de l'avancement des travaux d'ailleurs qui avancent à pas de géant, et cet ouvrage sera remis officiellement le 25 juin de cette année. À quelques semaines du délai butoir pour la réception officielle de l'immeuble qui abritera le siège du gouvernement congolais, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection à ce chantier pour s'imprégner personnellement de l'état d'avancement de ces travaux. À ce jour, 95% des travaux sont déjà réalisés et l'équipe est au dernier réglage en attendant l'immobilier des bureaux en provenance de l'Italie et de l'Afrique du Sud. Occasion pour le chef du gouvernement de suggérer l'augmentation de la main-d'œuvre pour l'avancement rapide des travaux. À 21h, souvent, je ne vois pas les gens qui travaillent ici, la nuit. Parce que là, vous avez déjà terminé les grosses œuvres. Si vous pouvez mettre les équipes les jours et la nuit, ils peuvent tout terminer. Si on met 2 équipes en une semaine, vous pouvez tout terminer. Je viens d'être avec le président de la République. Il veut que ce bâtiment soit inauguré au plus tard le 15 juin.
Matata Ponyo reste déterminé à offrir à l'administration publique ce bâtiment de 12 niveaux et de 8 étages dans le délai dont les travaux sont exécutés par l'entreprise SZTC pour un coût global de 35 millions de dollars américains. Et sachez que le projet des passerelles sur le boulevard Lumumba prend corps. Des structures métalliques arrivées à Matadi sont en train d'être déchargées pour être acheminées de la capitale dans les prochains jours. Entre-temps, sur place, les travaux se poursuivent normalement, comme pour dire que le piéton de cette artère de la capitale vont désormais traverser en toute sécurité. Attendu depuis plus de 3 mois, le bateau turc HC Lara, affecté par Zenith Group, transportant les éléments et structures métalliques nécessaires pour la construction de cette passerelle sur le boulevard Lumumba, a accosté au port de Matadi le jeudi 14 mai dernier. Il a chargé à son bord 4 conteneurs de 20 pieds, 5 conteneurs de 40 pieds et 905 bottes. Au total, il s'agit d'une cargaison pesant 1675 tonnes. Au lendemain de l'accostage, l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Travaux publics, a dépêché sur place son directeur des services généraux pour assurer l'encadrement et la facilitation quant au déchargement. Entre-temps, les travaux de construction de ces passerelles confiés à l'entreprise turque Zenith Group continuent de se faire dans les préliminaires. Il est question de préparer les fondations qui vont accueillir les dites passerelles. L'on se souviendra ici que les travaux avaient été lancés le 15 octobre 2014 à la place 7e rue de Limete par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Fridolin Kaswechi, accompagné de ses homologues Justin Kalumba, ministre des Transports, et Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé publique. Et pour terminer dans ce domaine des infrastructures, sachez que c'est sous les coups de 14h30 que le bateau nouvellement réhabilité ITB Kokolo a accosté à Kinshasa lundi. À son bord, 422 personnes et plus de 1200 tonnes de marchandises. Les autorités se félicitent du déroulement de ce tout premier voyage après la remise à neuf de cet ouvrage. C'est aux alentours de 14h30 que le bateau courrier officiel ITB Kokolo a accosté à la gare fluviale de la SCTP. Parti de Kinshasa le 16 avril dernier, c'est ce lundi 18 mai que le bateau est revenu à Kinshasa avec à son bord 422 passagers et plus ou moins 1200 tonnes de marchandises, essentiellement composées de haricots. Nous sommes beaucoup plus satisfaits parce que du point de vue des capacités techniques du bateau, le bateau est parti, il est revenu, c'est un essai et voilà, c'est un voyage d'essai qui est concluant. Et nous disons que ça, c'est une bonne chose, coup de chapeau au chantier naval de la SCTP, parce que là aussi était un autre pari, voir comment la coque allait se comporter face à un fleuve qui aujourd'hui est en train de connaître un étiage. Le directeur du département du chantier naval donne ici son impression. Il n'y a pas grand-chose à corriger, c'est à revoir la tuyauterie des toilettes. Les gens utilisent à leur façon et il faut, c'est pas s'il faudra mettre de gros tuyaux comme ça pour faire des évacuations faciles. Parce qu'ils se sont arrangés à boucher certaines tuyauteries. Bon, en arrivant aussi, nous sentons un bruit. Il se peut qu'on ait pris un filet dans l'hélice. Ça se verra quand nous serons secs. N'oublions pas que notre fleuve a parfois des grumes qui se promènent entre les eaux. Il y a des filets, il peut avoir pris les mains. En général, il s'est très bien comporté. Avec ce voyage expérimental, c'est le pari gagné pour la société commerciale de transport et de port. Et pour terminer, je vous le disais à l'ouverture de cette édition, qu'elles sont des milliers de femmes à travers le monde à souffrir des fistules obstétricales. L'un des aspects tragiques de cette pathologie est qu'elle survient très souvent chez les adolescentes. Des résultats importants sont à noter dans la lutte, mais reste encore beaucoup à faire à ce sujet, notamment dans l'accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité. Chaque année, elles sont de milliers de femmes et des jeunes filles à être touchées par la fistule urogénitale, une pathologie à la base de la marginalisation de malades, notamment à cause de conséquences qu'elle entraîne. Des effets parmi lesquels l'on dénombre le coulement permanent des urines et des matières fécales. Depuis 12 ans, le 23 mai marque la journée internationale de la lutte contre cette maladie, dont la prise en charge n'est toujours pas assurée pour toutes les malades en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, on estime à plus de 40 000 le nombre de femmes qui souffrent de la fistule, et cela d'après les données issues des EDS 2007. En effet, pour faire face à cette
tragédie, bien des stratégies ont été élaborées